Je m'appelle David, j'ai 34 ans, et ma mère vient de me verser du café brûlant directement sur la poitrine au milieu d'un restaurant bondé. Avant de vous raconter comment ce moment atroce a conduit toute ma famille à perdre leur travail, leur réputation et leur style de vie luxueux factice, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est étrange comme on peut être calme quand son monde est en feu ou, dans mon cas, quand sa peau est en feu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je suis juste resté assis là, sentant le liquide imbiber ma chemise, écoutant les clics des obturateurs des téléphones de mes frères et sœurs. Mais pour comprendre pourquoi je n'ai pas réagi et pour comprendre l'explosion nucléaire de karma qui les a frappés moins de 24 heures plus tard, nous devons remonter au début. Nous devons remonter au matin qui a tout changé. Cela a commencé comme n'importe quel autre dimanche, mais avec cette boule familière au creux de l'estomac. Vous savez de quoi je parle, cette sensation lourde et pesante qui commence dès que vous ouvrez les yeux parce que vous savez que vous devez voir des gens qui vous font vous sentir petit. Je me suis réveillé à 6 heures du matin. Mon appartement était silencieux. C'est un pantouse surplombant la ligne d'horizon de la ville, entouré de baies vitrées. La lumière du matin frappait les comptoirs en marbre de mon îlot de cuisine. Je suis sorti sur la terrasse, sentant la brise fraîche du matin. De là-haut, la ville ressemblait à un circuit imprimé, bourdonnant d'énergie. C'était ma ville, ou du moins son infrastructure numérique était la mienne. Mon téléphone a vibré sur la table en verre. C'était Elena, mon assistante, bien qu'elle soit plus comme mon bras droit et la seule personne qui connaisse vraiment l'étendue de ma vie. Le texto était court. Le virement de Microsoft vient d'être effectué. 150 millions de dollars. Félicitations, David. On l'annonce demain? J'ai fixé le nombre, 150 millions de dollars. C'était le paiement final pour un protocole de sécurité que j'avais passé les 7 dernières années à construire. Combiné à mes actifs existants, ma valeur nette venait de franchir un seuil dont la plupart des gens ne font que rêver. J'étais le fondateur d'Aegis Network, le gardien silencieux derrière la cybersécurité de la moitié des entreprises du Fortune 500. J'ai répondu, pas encore. Retiens le communiqué de presse. J'ai reposé le téléphone. Pour le monde, j'étais un fantôme de la tech, une étoile montante, un visionnaire. Mais pour les gens avec qui j'allais prendre le brunch, j'étais David la déception. David le perdant. David qui conduisait une Honda et avait probablement besoin d'un prêt pour son loyer. Je suis entré dans mon dressing. Il était rempli de costumes sur mesure, de chaussures en cuir italien et de montres qui coûtaient plus cher qu'une maison. J'ai tout ignoré. J'ai cherché au fond et j'ai sorti un t-shirt bleu marine délavé. C'était du cachemire de haute qualité, mais il avait l'air vieux. Pas de logo, pas de brillance. J'ai pris une paire de jeans génériques et des baskets éraflées. C'était le costume. C'était le rôle que j'avais joué pendant 15 ans. Je suis allé à l'armoire de la salle de bain et j'ai pris un bêta-bloquant. Juste une petite pilule pour maintenir mon rythme cardiaque bas. Mon thérapeute appelle ça de l'anxiété situationnelle déclenchée par des dynamiques familiales toxiques. J'appelle ça le mode survie. Pourquoi je fais ça? Pourquoi vais-je les voir? Pourquoi est-ce que je joue la comédie du pauvre alors que je pourrais acheter le restaurant où nous mangeons? À cause de grand-mère Rose. Elle a 90 ans aujourd'hui. Elle est la seule raison pour laquelle je n'ai pas complètement coupé les ponts avec eux. Quand j'étais enfant, et que mes parents étaient trop occupés à faire l'éloge de mon frère Kevin ou à acheter à ma sœur Mélissa son 3e poney, grand-mère Rose était celle qui s'asseyait avec moi. C'est elle qui m'a donné l'argent pour mon premier ordinateur quand mon père a dit que c'était une perte de temps pour un. Elle est le seul être humain de cette lignée qui me voit. Alors pour son anniversaire, j'endurais la torture. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au garage privé. Mon Aston Martin Valhalla était là, brillante en argent, agressive et belle. À côté se trouvait ma voiture de tous les jours pour les réunions d'affaires, une Lucid Air Saphir. Je les ai ignorées toutes les deux. J'ai marché jusqu'au coin où une Honda Accord 2010 couverte de poussière était garée. Elle avait une bosse sur le pare-choc arrière et la peinture s'écaillait sur le capot. Le moteur a tout sauté quand j'ai tourné la clé, une Touareg qui a résonné dans le garage haut de gamme. J'ai tapoté le tableau de bord, encore une fois, ma vieille. Fais-moi juste tenir jusqu'au brunch. Le trajet jusqu'au Gilded Lily, le restaurant prétentieux que ma mère avait choisi, a duré 40 minutes. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures blanchissaient. C'est un conditionnement psychologique. Je pense que vous pouvez être un PDG, un leader de l'industrie,
un homme qui commande des salles pleines d'investisseurs, mais dès que vous arrivez dans l'allée de vos parents, vous avez de nouveau 10 ans, attendant d'être grondé pour avoir respiré trop fort. Je me suis garé sur le parking du voiturier. C'était comme une salle d'exposition de mauvaises décisions financières. Il y avait la voiture de Kevin, une Lamborghini Urus jaune vif. Je savais pertinemment qu'il ne la possédait pas. Kevin travaille, ou travaillait, comme directeur des ventes dans l'entreprise immobilière de son beau-père. Il gagnait un salaire décent, mais pas de quoi s'offrir une Lamborghini. Cette voiture était en leasing, absorbant probablement 60% de son salaire net. C'était une boîte en métal hurlante qui disait « Regardez-moi. Je suis important ». À côté, il y avait le Porsche Cayenne de Mélissa, blanc, décapotable, peu pratique. Mélissa a épousé un avocat, Greg, qui n'avait pas autant de succès qu'il le prétendait. Il vivait à crédit et sur l'apparence de la richesse. Et puis la pièce maîtresse, une Rolls-Royce Ghost. Mes parents ne la possédaient pas non plus. Ils la louaient pour des occasions spéciales afin de maintenir les apparences. L'entreprise de quincaillerie de mon père déclinait depuis une décennie. Mais ma mère, Eleanor, préférerait mourir de faim plutôt que de laisser les voisins savoir qu'il n'était pas de la royauté. J'ai garé ma Honda derrière la Rolls-Royce. Le voiturier, un jeune nommé Mike, a regardé la file de supercars puis ma Honda. Il a hésité. C'est bon, ai-je dit en baissant la vitre. Je vais la garer moi-même à l'arrière. Je ne veux pas gâcher l'esthétique. Mike m'a reconnu. Il ne savait pas que j'étais milliardaire, mais il savait que j'étais le gars qui lui donnait toujours un pourboire de $50 en espèces, contrairement à ma famille qui ne donnait rien. La foule est difficile aujourd'hui, David, a-t-il demandé tranquillement. Tu n'as pas idée, Mike, ai-je dit. Garde juste la Honda près. J'aurais peut-être besoin d'une escapade rapide. J'ai garé la voiture et je suis resté assis un moment. Le moteur cliquetait en refroidissant. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air fatigué. J'avais l'air de l'artiste en difficulté ou de l'entrepreneur raté qu'il pensait que j'étais. C'est l'heure de jouer, ai-je chuchoté. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché vers l'entrée. Le Gilded Lily est l'un de ces endroits avec trop de feuilles d'or et de velours, conçus pour que les gens de la classe moyenne se sentent comme des aristocrates. L'air sentait le parfum cher et le désespoir. Je les ai vus à travers la vitre avant qu'ils ne me voient. Ils étaient déjà assis à la meilleure table au centre de la salle. Ma mère portait un chapeau trop grand pour l'intérieur, gesticulant sauvagement avec une flûte de champagne. Kevin riait, la bouche grande ouverte, frappant la table. Mon père regardait le menu avec un froncement de sourcils, calculant probablement combien cela allait coûter tout en prétendant que l'argent n'était pas un problème. Mon estomac s'est noué. J'ai voulu faire demi-tour. J'ai voulu remonter dans ma voiture, conduire jusqu'à l'aéroport et m'envoler pour mon île privée dans les Caraïbes. Mais j'ai alors vu une touffe de cheveux blancs à côté de ma mère. Grand-mère Rose. Elle regardait la porte, attendant. Je ne pouvais pas la laisser. J'ai poussé les lourdes portes en chêne et je suis entré dans la fosse aux lions. Je ne le savais pas encore, mais j'entrais dans le dernier repas que je partagerais avec ces gens. Je ne savais pas que dans une heure, la serviette sur mes genoux serait trempée de café et que, moins de 24 heures plus tard, la Lamborghini dehors serait sur une dépanneuse. Tout ce que je savais, c'est que je devais survivre au brunch. David. La voix a percé le brouhaha du restaurant comme un couteau. C'était Kevin. Il n'a pas fait de signe de la main. Il a pointé du doigt. Regardez tout le monde, le millionnaire est arrivé. Le sarcasme dégoulinait de sa voix. Les têtes se sont tournées. Des étrangers m'ont regardé, observant mon jean et mon t-shirt, puis ont regardé Kevin dans son costume tape à accent grave-l'œil. Ils ont souri d'un air narquois. J'ai continué à marcher, mon visage un masque d'indifférence. Joyeux anniversaire, grand-mère, ai-je dit, ignorant complètement Kevin, mais l'embuscade ne faisait que commencer. J'ai atteint la table et je me suis penché pour serrer grand-mère Rose dans mes bras. Elle sentait la lavande et le vieux papier, une odeur qui était le seul réconfort que j'avais connu dans mon enfance. Ses mains frêles ont agrippé mon bras avec une force surprenante. « Tu es venu » a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante. Je leur avais dit que tu ne manquerais pas ça. Je ne manquerais ça pour rien au monde, grand-mère, ai-je dit doucement en l'embrassant sur la joue. Eh bien, n'est-ce pas touchant, a coupé une voix aiguë. Ma mère, Eleanor. Elle ne s'est pas levée.
Elle n'a pas souri. Elle m'a regardé de haut en bas avec des yeux qui auraient pu geler de l'eau. Tu es en retard, David. Et regarde-toi. C'est le 90e anniversaire de ta grand-mère, et tu arrives en ayant l'air de sortir d'une benne à ordures. Bonjour, mère, ai-je dit en tirant la chaise vide à côté de grand-mère. Je suis à l'heure. C'est vous qui avez commencé tôt. Nous avons commencé à boire tôt, a ajouté Mélissa en faisant tourner son mimosa. Elle portait une robe qui coûtait plus cher que ma première voiture, parce que nous fêtions la promotion de Kevin. Tu as entendu? Il est directeur principal maintenant. Directeur de quoi? Ai-je demandé en m'asseyant. Tu vas chercher le café pour ton beau-père? La table est devenue silencieuse. Le visage de Kevin est devenu rouge et tacheté. Au moins, j'ai un travail, Dave. L'immobilier est en plein essor. Qu'est-ce que tu fais ces jours-ci? Toujours en train de réparer des ordinateurs dans les sous-sols des gens? Quelque chose comme ça, ai-je dit en dépliant ma serviette. Laisse-moi deviner, a ri Mélissa, d'un rire aigu et strident. Tu as toujours cette vieille Honda? Je l'ai vue arriver. Mon Dieu, David, c'est embarrassant. Elle fuyait de l'huile à côté de ma Porsche. Elle me mène d'un point à un point B, ai-je répondu. Elle te mène à la file d'attente du chômage, a grogné mon père, Robert. Il ne voulait même pas me regarder. Il était trop occupé à essayer d'attirer l'attention du serveur pour commander une autre bouteille de vin qu'il ne pouvait pas se permettre. C'était la dynamique. Ça avait toujours été comme ça. Je me souviens quand j'avais 10 ans. C'était un mardi. Je venais de gagner le concours de mathématiques junior de l'État. J'avais un trophée, une coupe en plastique doré bon marché qui signifiait le monde pour moi. J'ai couru à la maison, débordant de fierté, attendant que mon père rentre du travail. Quand il est entré, je l'ai brandi. Papa, regarde. J'ai gagné. Il a regardé le trophée, puis m'a regardé. C'est bien, David. Où est Kevin? Il est à l'entraînement de football, ai-je dit. C'est vrai. Il a un match samedi. Nous devons nous concentrer là-dessus. Il est passé juste à côté de moi. Il n'a pas touché le trophée. Il ne m'a pas touché. Ce samedi-là, Kevin a marqué un but dans un match que son équipe a perdu 5-1. Mes parents l'ont emmené manger une pizza et une glace pour célébrer ses efforts. Ils ont oublié de venir me chercher à la bibliothèque. J'ai appris alors que dans la famille Mitchell, la valeur n'était pas une question de réussite. C'était une question d'image. Kevin était l'enfant prodige. Athlétique, bruyant, charmant d'une manière superficielle. J'étais le bouc émissaire. Silencieux, intellectuel, bizarre. Alors, tante Linda, la sœur de ma mère et sa principale complice, s'est penchée. Elle avait un visage comme une pomme séchée et une âme assortie. David, tu vis toujours dans ce studio? Celui dans le mauvais quartier de la ville. J'ai pris une gorgée d'eau. En fait, je n'y avais pas vécu depuis 6 ans. Je vivais dans le penthouse de la tour Luminina, l'une des adresses les plus exclusives de la ville. Mais il ne le savait pas, c'est confortable, tante Linda. Loyer modeste. Loyer modeste, a raillé maman en secouant la tête. Nous disons aux gens que tu vas bien. Tu sais, nous mentons pour toi. Quand les jeunes se posent des questions sur toi, je leur dis que tu es consultant pour Microsoft. Je ne leur dis pas que tu es pratiquement sans abri. L'ironie était si épaisse que j'ai failli m'étouffer. J'étais consultant pour Microsoft. En fait, j'étais un fournisseur principal, mais la corrigée n'aurait conduit qu'à un interrogatoire pour lequel je n'avais pas l'énergie. J'apprécie la narration créative, maman, ai-je dit sèchement. Ce n'est pas drôle. Elle a frappé la table de sa main, faisant sauter les couverts. Tu es une honte, David. Regarde ton frère. Regarde Mélissa. Ils ont des familles. Ils ont des carrières. Ils ont des standards. Tu as ce t-shirt. J'ai regardé autour de la table. Kevin souriait narquoisement, vérifiant son reflet dans sa cuillère. Mélissa envoyait des textos, probablement en train de poster un selfie avec la légende « brunch en famille ». Son mari, Greg, me regardait avec pitié mêlée de dédain. Mon jeune frère, Daniel, qui avait 25 ans et vivait toujours dans le sous-sol de mes parents, se disant créateur de contenu, installait un trépied sur la table.
Tu filmes ça, ai-je demandé à Daniel. Vlogging, frérot, a dit Daniel en ajustant ses cheveux. Journée en famille. Je vise le contenu sain. En plus, les abonnés adorent le drame. Range ça, Daniel, a sèchement dit grand-mère Rose. Sa voix était faible mais tranchante. Nous sommes en train de manger. Laisse-le jouer, maman, a dit mon père. Le gamin a du talent. Il va devenir grand un jour, contrairement à certains. J'ai regardé la femme de Kevin, Sarah. Elle était la seule à ne pas sourire. Elle fixait son assiette, poussant un morceau de laitue. Elle avait l'air fatiguée. Il y avait des cernes sous ses yeux que le maquillage ne pouvait cacher. Elle portait un bracelet en diamant que j'ai reconnu comme une fausse zircone cubique de haute qualité. Kevin lui avait probablement dit que c'était vrai. Nos regards se sont croisés une seconde. Elle m'a fait un petit signe de tête, presque imperceptible. C'était un regard de misère partagée. Elle était piégée dans le cirque tout comme moi, mais elle s'y était mariée. David, grand-mère Rose a serré ma main sous la table. Ignore-les. Parle-moi de toi. Es-tu heureux? Cette question m'a frappé plus fort que les insultes. Étais-je heureux? J'étais riche. J'étais puissant. J'étais libre. Mais assis ici, entouré des gens qui partageaient mon ADN, je me sentais comme un échec. Je vais bien, grand-mère, ai-je dit. Le travail est prenant. Bien. Occupé. Tu vois, Harry Kevin, la bouche pleine de pain. Bien occupé signifie qu'il livre pour Uber Eats le week-end. La table a de nouveau éclaté de rire. Même le serveur, qui s'était approché pour prendre nos commandes, semblait mal à l'aise. Je prendrai le homard thermidor, a annoncé maman bruyamment, sans même regarder le prix. Et une autre bouteille de Dom Pérignon. C'est une célébration. Et pour le monsieur, le serveur m'a regardé. Je prendrai juste la salade Cobb, s'il vous plaît, ai-je dit. Et un thé glacé. Bien sûr. Maman a levé les yeux au ciel. Il commande la chose la moins chère du menu. Ne t'inquiète pas, David. C'est ton père qui paie. Tu n'as pas à compter tes sous ici. Je préfère la salade, maman. Tu préfères être difficile, a-t-elle sèchement rétorqué. Tu le fais exprès. Tu viens ici habillé comme un mécanicien. Tu commandes de la nourriture de paysans juste pour nous contrarier, juste pour montrer à tout le monde que tu n'es pas à ta place. Je ne suis pas à ma place, ai-je dit, ma voix restant égale. Parce que je n'ai rien à prouver à personne. Tu n'as rien à prouver, a crié Kevin, soudainement agressif. L'alcool commençait à faire effet. Tu n'as rien, point final. Tu penses que tu es meilleur que nous parce que tu lis des livres? Parce que tu penses être si intelligent? Regarde les voitures dehors, Dave. C'est le tableau de bord et tu es en train de perdre. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine, chaude et serrée. J'ai voulu lui parler du virement. J'ai voulu lui dire que sa Lamborghini coûtait moins cher que la montre qui se trouvait dans mon tiroir à la maison. J'ai voulu lui dire que le boom immobilier dont il parlait était une bulle que j'avais prédite dans mon analyse de marché il y a des mois. Mais je ne l'ai pas fait parce que grand-mère Rose me tenait la main. Sa peau était fine comme du papier. Je pouvais sentir son pouls. Il était irrégulier. Kevin, arrête, a chuchoté Sarah. Tout le monde regarde. Laisse-les regarder, a déclaré maman. Peut-être que la honte le motivera enfin à faire quelque chose de sa vie. J'ai pris une profonde inspiration. Le bêta-bloquant faisait des heures supplémentaires. J'ai regardé par la fenêtre le parking. Ma Honda était là, poussiéreuse et humble, éclipsée par le luxe de la flotte de ma famille. C'était une métaphore parfaite. Eux n'étaient que façade, sans substance. Moi, j'étais tout moteur, sans peinture. Mais le moteur était sur le point de vrombir et la peinture était sur le point d'être décapée. Les entrées sont arrivées, d'immenses plateaux de fruits de mer et de foie gras qui coûtaient plus cher que mon premier semestre d'université. La conversation est passée de l'attaque contre moi au passe-temps favori de la famille, l'autocongratulation agressive. Alors, a commencé papa, se penchant en arrière et déboutonnant sa veste de costume parce qu'elle était trop serrée. Je parlais aux gars du club. Ils disent qu'on devrait envisager d'acheter une maison de vacances dans les Hamptons. Les prix sont en hausse, mais on peut utiliser le capital de l'entreprise. Je savais pertinemment que le capital de son entreprise était négatif.
J'avais fait une vérification des antécédents de sa société le mois dernier par curiosité. Il perdait de l'argent à flot. Les fournisseurs n'avaient pas été payés depuis 90 jours. Oh, absolument, a convenu maman en picorant une coquille Saint-Jacques, quelque part près de l'eau. Nous avons besoin d'un endroit pour recevoir. Avec la nouvelle promotion de Kevin, nous devrons accueillir plus d'invités de marque. En parlant de marque, a ajouté Mélissa, Greg est pratiquement sur le point de devenir associé au cabinet. Nous regardons les écoles privées pour les jumeaux. Les frais de scolarité sont de 50 000 $ par an, mais on ne peut pas mettre un prix sur les relations, n'est-ce pas? C'est vrai, a hoché la tête Greg, bien qu'il ait l'air en sueur. Les relations, c'est tout. J'ai mangé ma salade en silence. C'était un théâtre de l'absurde. Il construisait des châteaux en Espagne tout en se tenant sur des sables mouvants. Puis l'atmosphère du restaurant a changé. On pouvait le sentir. Le brouhaha s'est calmé, les têtes se sont tournées vers l'entrée. Un homme est entré. Il avait la soixantaine, les cheveux argentés, portant un costume impeccablement taillé mais discret. Il était entouré d'une aura subtile d'immense pouvoir. C'était Arthur Sterling, PDG de Sterling Capital, l'une des plus grandes sociétés d'investissement de Wall Street. Un homme valant 4 milliards de $. Ma famille s'est figée. Oh mon Dieu, a chuchoté maman en serrant ses perles. C'est Arthur Sterling. Tu le vois? Ne le fixe pas. Mais regarde, il vient par ici. Kevin a sifflé, en redressant sa cravate. Papa, arrange ton col. C'est le moment. Si on peut lui parler, peut-être lui présenter le fonds immobilier. Soyez cool, a dit papa en essuyant la sueur de son front. Tout le monde agissait naturellement. Ils se sont tous redressés, affichant leur visage de riches, sourire plaqué, menton levé. Alors que Monsieur Sterling s'approchait de notre section, mon père s'est même préparé à se lever à moitié, prêt à tendre la main. Monsieur Sterling, a commencé papa, sa voix craquant légèrement. Je suis Robert Mitchell. Nous nous sommes rencontrés au. Arthur Sterling n'a même pas ralenti. Il a regardé à travers mon père comme s'il était un meuble. Il est passé devant Kevin, devant Mélissa, devant les yeux désespérés de ma mère, puis il s'est arrêté juste devant moi. Ma famille a retenu son souffle. Ils avaient l'air confus. Pourquoi s'arrêtait-il près des déchets? Monsieur Sterling m'a regardé. J'ai levé les yeux, mâchant un morceau de laitue. Je lui ai fait un petit signe de tête, presque imperceptible. Ne grille pas ma couverture, Arthur. Il l'a vu. Ses yeux ont pétillé. Il a compris. Nous avions conclu un accord 3 semaines auparavant où sa société avait acheté une participation de 5% dans ma filiale. Nous avions célébré avec un scotch de 50 ans d'âge dans mon bureau. Il savait exactement qui j'étais. Excusez-moi, m'a dit Monsieur Sterling, sa voix polie mais distante. Je crois que vous avez fait tomber cette serviette. Il a montré la serviette en lin propre par terre. Ce n'était pas la mienne, mais c'était un geste, un prétexte pour me reconnaître sans m'exposer. Merci, ai-je dit en la ramassant. Bon déjeuner. À vous aussi, a dit Sterling. Il m'a fait un signe de tête complice, un signe de respect entre égaux, et s'est éloigné vers sa cabine privée. Ma famille m'a regardé fixement. Puis ils ont éclaté de rire. Oh mon Dieu, a crié Mélissa. Il a cru que tu étais le commis de débarrassage. Tu as entendu ça? Vous avez fait tomber une serviette. Il a littéralement cru que tu faisais partie du personnel. C'est inestimable. Kevin a essuyé une larme de son œil. Même Arthur Sterling sait que tu as l'air d'un employé. C'est le clou de mon année. C'est humiliant, a sifflé maman. Arthur Sterling voit mon fils et pense que c'est un serveur. Je pourrais mourir de honte. J'ai pris une gorgée de mon thé glacé. L'ironie était délicieuse. Ils étaient tellement aveuglés par leurs propres préjugés qu'ils ne pouvaient pas voir que l'un des hommes les plus puissants d'Amérique venait de s'incliner devant moi. Il avait l'air d'un homme gentil, a dit grand-mère Rose en me tapotant le bras. Il t'a regardé dans les yeux, David. Il n'a pas regardé les autres parce qu'il ne voulait pas attraper la pauvreté sur lui. Grand-mère, a ricané Kevin sous la table. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Sarah, la femme de Kevin. J'ai regardé discrètement. De Sarah? Je suis désolé. Je n'en peux plus.
Kevin a épuisé nos cartes de crédit pour ce brunch. Il m'a demandé de redemander de l'argent à mon père. Je suis en train de me noyer, David. Je l'ai regardée. Elle fixait ses mains. J'ai répondu par texto. Tiens bon. Parle-moi après. À qui tu envoies des textos, a sèchement demandé maman. Range ce téléphone. C'est impoli. Nous passons un moment en famille. Un moment en famille pour m'insulter, ai-je demandé en posant le téléphone. C'est la tradition maintenant? Nous essayons de t'aider, a crié maman. Sa voix devenait plus forte, légèrement pâteuse à cause du champagne. Nous te critiquons parce que nous t'aimons. Parce que nous voulons que tu sois meilleur. Pourquoi ne peux-tu pas voir ça? Je n'ai pas besoin de votre aide, maman. Et je n'ai certainement pas besoin de vos critiques. Tu as besoin d'une prise de conscience, a claqué la main de mon père. Tu as 34 ans. Tu n'as rien. Pas de femme, pas d'enfant, pas de carrière, pas de bien. Tu es une impasse biologique. Ça a fait mal. Même avec 150 millions de dollars en banque, entendre son père vous traiter d'impasse biologique. Ça brise quelque chose en vous. Robert, a crié grand-mère Rose. Ça suffit. Excuse-toi auprès de ton fils. Non, mère, a dit papa. J'ai fini de le dorloter. Il doit se réveiller. Je pense que je vais y aller, ai-je dit en me levant. Ma chaise a raclé bruyamment contre le sol. Joyeux anniversaire, grand-mère. Je t'aime. Je t'appellerai plus tard. Assieds-toi. Maman s'est levée aussi, chancelante. Son visage était rouge. Tu ne me tournes pas le dos. Tu t'enfuis toujours. Tu es un lâche. Je ne m'enfuis pas, ai-je dit calmement. Je me retire d'une situation toxique. Toxique, a ri maman. Un son dur et cassant. Nous sommes les seules personnes qui se soucient de toi. Qui d'autre te supporterait? Tu te crois si spécial? Tu n'es rien. Tu es un déchet. Le mot est resté en suspens dans l'air. Déchet. Les gens aux autres tables regardaient maintenant. Les téléphones étaient sortis. Je pouvais voir les objectifs pointés vers nous. Assieds-toi, David, a commandé Kevin, essayant de paraître comme le mâle alpha. Ne fais pas de scène le jour de maman. Je m'en vais, ai-je dit. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon portefeuille. C'était un mince portefeuille en cuir noir. Je l'ai ouvert. Je n'avais pas de petites coupures. Je n'avais que des billets de 100 $ pour les urgences. J'ai sorti 5 billets de 100 $. 500 $, assez pour couvrir ma salade et la moitié du vin que je n'ai pas bu. J'ai jeté les billets sur la table. Ils ont atterri dans le beurrier. Ça couvre ma part, ai-je dit. Et le pourboire pour le pauvre serveur qui doit vous supporter. La vue de l'argent les a déconcertés une seconde. Pourquoi le frère pauvre avait-il 5 benjamins impeccables dans sa poche? Où as-tu eu ça? A demandé Mélissa en plissant les yeux. Tu as volé ça? Où tu vends de la drogue maintenant? Ça s'appelle un revenu gagné, Mélissa. Cherche sur Google. Je me suis tourné pour partir. C'était l'erreur. J'ai tourné le dos à Eleanor Mitchell quand elle était ivre et en colère. On ne tourne jamais le dos à un prédateur. N'ose pas me tourner le dos, a crié maman. Regardez ça, a-t-elle dit à la table. Regardez ça. C'est comme ça qu'on traite les gens qui embarrassent la famille. J'ai entendu le mouvement. J'ai entendu le hoquet de Sarah. J'ai entendu grand-mère Rose crier, Eleanor, non. J'ai commencé à me retourner. Et c'est là que le monde est devenu chaud et blanc. Les secondes avant une catastrophe semblent toujours s'étirer. Le temps se dilate. Je me souviens avoir vu la main de Daniel stabiliser le téléphone. Il souriait. Il ne me regardait pas. Il regardait l'écran, s'assurant que le cadrage était parfait. Il voulait capturer le drame. Il voulait le moment viral. Il l'a eu, mais pas celui qu'il voulait. Regardez ça, avait dit maman. Elle a attrapé la carafe en argent de café que le serveur venait de remplir. Il était frais, fumant, à au moins 88 degrés Celsius. Je me suis tourné juste au moment où son bras s'est avancé. Ce n'était pas un accident. C'était un lancer. Un arc délibéré et malveillant de liquide sombre.
C'est comme ça qu'on traite les déchets, a-t-elle hurlé. Le café m'a frappé en plein dans la poitrine. Il a éclaboussé mon cou et ma mâchoire. Il a instantanément traversé le fin cachemire de mon t-shirt. Pendant une microseconde, il n'y a pas eu de douleur, juste le choc de l'impact et l'odeur des grains torréfiés. Puis les nerfs se sont déclenchés. C'était comme si quelqu'un avait pressé un fer rouge contre ma peau. La chaleur a brûlé à travers le tissu, s'accrochant à ma poitrine. La douleur était absolue et aveuglante. Elle m'a coupé le souffle. J'ai reculé en titubant, me tenant la poitrine. Hugues. Le son s'est échappé de ma gorge avant que je puisse l'arrêter. Le restaurant est devenu silencieux. Je suis resté là, dégoulinant. Le café était sombre sur ma chemise grise, tachant ma peau en rouge en dessous. Je haletais, essayant d'éloigner le tissu chaud de ma peau, mais il était collé. Puis le son a commencé. Le rire. Ça a commencé avec Kevin. Un petit rire qui s'est transformé en un grand éclat. Dans le mille. Beau tir, maman. Puis Mélissa s'est jointe. Oh mon Dieu, regarde-le. On dirait un ramouillé. Daniel zoomait. Yo, tu as vu ça? Maman est passée en mode sauvage. World Star. Maman se tenait là, la carafe vide toujours à la main. Elle n'avait pas l'air horrifiée. Elle avait l'air triomphante. On aurait dit qu'elle venait de gagner un prix. Peut-être que ça te réveillera, a-t-elle ricané. Les gens qui ne se respectent pas ou ne respectent pas leur famille doivent être lavés. Ma peau cloquait. Je le sentais. Des brûlures au second degré, au moins. J'ai regardé grand-mère Rose. Elle se tenait la poitrine, son visage pâle. On aurait dit qu'elle faisait une crise cardiaque. David, a-t-elle sifflé. Je vais bien, grand-mère, ai-je réussi à dire, ma voix tendue par la douleur. Je vais bien. J'ai regardé mon père, Robert Mitchell, le patriarche. Il sirotait son vin. Il m'a regardé avec une légère irritation. Va te nettoyer, David. Tu salis le sol. C'était le moment. C'était le déclic. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas mon esprit, mon lien. La corde invisible qui m'avait lié à ces gens pendant 3 décennies s'est rompue. Le désir de leur approbation s'est évaporé, remplacé par une clarté froide et dure. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas attaqués. Je n'ai pas renversé la table. Je les ai juste regardés. J'ai mémorisé leur visage. Le sourire cruel de Kevin. Les yeux vides de Mélissa. L'indifférence de papa. La fierté tordue de maman. J'ai mis la main dans ma poche. Mon téléphone vibrait. C'était la notification de Forbes. L'article était en ligne. Le milliardaire de l'ombre. Comment David Mitchell a construit un empire depuis l'ombre. J'ai sorti le téléphone. Il était mouillé de café mais étanche. J'ai regardé l'écran. Puis je les ai regardés. Tu as filmé ça, ai-je demandé tranquillement à Daniel. En direct, frérot, a ricané Daniel. 30 spectateurs déjà. Ils adorent ça. Bien, ai-je dit. Assure-toi de la sauvegarder. Tu en auras besoin pour les avocats. Les avocats? Harry Kevin. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous poursuivre avec tes bons d'alimentation? Je n'ai pas répondu. Je suis juste parti. Où vas-tu? M'a crié maman. Je ne t'ai pas dit que tu pouvais partir. Excuse-toi. J'ai traversé le restaurant. Les autres clients me regardaient avec horreur. Une femme à une table voisine s'est levée. Monsieur, avez-vous besoin d'une ambulance? Ça a l'air grave. Je vais bien, madame, ai-je dit, bien que mes dents claquent à cause du choc. Juste une dispute de famille. Je suis sorti par la porte d'entrée sous un soleil éclatant. Le voiturier Mike m'a vu arriver. Il a vu la chemise trempée de café, la peau rouge et irritée sur mon cou. Ses yeux se sont écarquillés. Monsieur David, que diable s'est-il passé? Prends la voiture, Mike, ai-je dit, maintenant. Il a couru. Il n'a pas trottiné. Il a couru vers la Honda. Il l'a ramenée en un temps record. J'ai fouillé dans mon portefeuille pour lui donner un pourboire, mais mes mains tremblaient trop. Ne vous inquiétez pas, a dit Mike en m'ouvrant la portière.
Allez-y. Vous avez besoin d'un médecin. Je suis monté dans la vieille Honda. La ceinture de sécurité appuyait sur ma poitrine brûlée, envoyant une nouvelle vague d'agonie à travers moi. J'ai serré les dents et j'ai tourné la clé. Le moteur a démarré en cliquetant. En sortant du parking, j'ai regardé dans le rétroviseur. Ma famille était toujours à l'intérieur, probablement en train de commander le dessert. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir remis le chien dans sa cage. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de laisser sortir le loup. J'ai conduit directement aux urgences les plus proches. Pendant que je conduisais, j'ai composé un numéro sur le Bluetooth de ma voiture. Elena, ai-je dit quand elle a décroché. David, tu as l'air mal. Le brunch est fini? C'est fini, ai-je dit. Écoute-moi attentivement. Je veux que tu exécutes le communiqué de presse, l'accord avec Microsoft, la couverture de Forbes, tout. Je pensais que tu voulais attendre. Non, ai-je dit en fixant la route. Publie-le maintenant. Et Elena, appelle mon avocat, Vance. Dis-lui de préparer une mise en demeure et dis-lui d'examiner les protocoles d'expulsion pour les propriétés détenues par le Mitchell Trust. David, que se passe-t-il? La guerre, ai-je dit. La guerre totale. La salle d'urgence sentait l'antiseptique et la cire à parquet. Le médecin, un homme gentil nommé Dr Evans, a regardé ma poitrine et a grimacé. Brûlure au second degré, a-t-il dit en appliquant un gel rafraîchissant qui m'a semblé divin. Environ 15% de votre poitrine. Ça va cloquer. Qui a fait ça? C'était un accident? Non, ai-je dit en fixant le plafond. Ma mère. Elle voulait me montrer comment il traite les déchets. Le docteur Evans s'est arrêté. Il m'a regardé, puis le dossier. Voulez-vous porter plainte? C'est une agression. Pas encore, ai-je dit. J'ai une meilleure méthode. Pendant qu'on me bandait, Internet faisait son travail. Daniel avait posté la vidéo sur TikTok et Instagram réel. Il l'avait légendé, maman remet le perdant à sa place. Pendant la première heure, les commentaires venaient de son petit cercle d'amis, principalement des émojis rieurs. Lol, ta mère n'a aucun sang-froid. Merde, il s'est fait griller, littéralement. Mais ensuite, l'algorithme l'a repéré. La vidéo était viscérale. Elle était choquante. Une femme âgée bien habillée versant un liquide chaud sur un homme calme qui ne se défendait pas. Elle a atterri sur la page, pour vous. Les vues sont passées de 500 à 50 000 en 2 heures. Et puis les détectives d'Internet sont arrivés. J'étais assis dans ma voiture sur le parking de l'hôpital, consultant mon téléphone. Ma poitrine était enveloppée de gaz, lancinante. J'ai ouvert X. Le hashtag Maman au café était en tendance. Mais quelque chose d'autre était aussi en tendance, David Mitchell. J'ai cliqué sur la vidéo. Les commentaires avaient changé. Utilisateur Tech Insider, attendez une minute. C'est David Mitchell? Le gars sur la couverture de Forbes aujourd'hui. Utilisateur Crypto King, je crois que oui. Je viens de lire l'article. Il porte exactement le même t-shirt en cachemire bleu marine sur sa photo de profil. C'est un t-shirt Loro Piana à $500, pas un chiffon. Utilisateur Justice Warrior, attendez. Cette famille vient d'agresser le fondateur d'Aegis Network. Le gars qui vient de vendre sa technologie à Microsoft pour $150 millions. Sont-ils fous? Utilisateur NurseGen, je travaille aux urgences. Un homme correspondant à cette description vient d'arriver avec de graves brûlures. Ce n'est pas drôle. C'est de la maltraitance. Puis le doxing a commencé. Pas de moi. J'étais déjà public, mais d'eux. Les gens ont trouvé le LinkedIn de Kevin. Kevin Mitchell, directeur des ventes chez Carter Realty. Les gens ont trouvé l'Instagram de Melissa. Maman de 2 enfants au style de vie luxueux. Les gens ont trouvé la chaîne YouTube ratée de Daniel. Les vannes se sont ouvertes. Imaginez frimer avec une Lamborghini en leasing tout en versant du café sur un frère milliardaire. L'embarras est mortel. Carter Realty, pourquoi employez-vous un homme qui rit d'une agression? Pas une bonne image pour vendre des maisons. Je viens de vérifier l'entreprise du père. Elle a une étoile sur Yelp. Attente de 6 mois pour la livraison. Pas étonnant qu'il soit jaloux. J'ai regardé le compteur de vues grimper.
1 million. 2 millions. Puis les médias s'en sont emparés. TMZ, BuzzFeed. Puis les blogs tech sérieux. TechCrunch a titré « Le fondateur d'Aegis agressé par sa famille quelques heures avant l'annonce historique de Microsoft ». Mon téléphone a commencé à sonner. Ce n'était pas les médias. C'était Kevin. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis maman, messagerie vocale. Puis papa, messagerie vocale. Puis Mélissa, messagerie vocale. Je suis resté assis là, dans ma Honda cabossée, regardant leur monde s'effondrer en temps réel. C'était brutal. C'était rapide. C'était efficace. C'était exactement ce qu'ils méritaient. Mais je n'avais pas fini. J'ai conduit jusqu'à Montpentouse. J'ai garé la Honda à côté de l'Aston Martin. J'ai pris l'ascenseur. Elena m'attendait avec une poche de glace et une tablette. « Ça va ?» a-t-elle demandé, le visage pâle. « Ça va ?» ai-je dit. « Quelle est la situation ?»« C'est un bain de sang » a-t-elle dit. La vidéo a 10 millions de vues sur toutes les plateformes. La section des commentaires est à 99% de votre côté. Les gens demandent l'arrestation de votre mère. Bien. Et leurs emplois. C'est dimanche, donc les bureaux sont fermés, a dit Elena. Mais quoi? Mais. J'ai pris la liberté d'envoyer le lien de la vidéo au conseil d'administration de l'association caritative où siège votre mère, et je l'ai peut-être transmis au comité d'éthique du cabinet d'avocats du mari de Mélissa. J'ai souri. Ça faisait mal au visage, mais j'ai souri. Tu auras une augmentation, Elena. Je suis allé dans ma chambre et j'ai mis une chemise propre, en soie ample qui n'irriterait pas les brûlures. Je suis sorti sur le balcon. Le soleil se couchait. La ville avait l'air différente ce soir. Elle ressemblait à un champ de bataille que je venais de conquérir. Mon téléphone a de nouveau sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, allô. Est-ce bien David Mitchell, a demandé une voix grave et rauque. C'est Frank Carter, le beau-père de Kevin. Bonjour, Frank. Je viens de voir la vidéo, a dit Frank. Il avait l'air furieux. Est-elle réelle? Oui, Frank. C'est réel. Je soigne actuellement des brûlures au second degré. Ce fils, a juré Frank. Il conduit la voiture de mon entreprise. Il représente mon nom et il rit pendant que sa mère vous agresse. David, je ne savais pas qu'il vous traitait comme ça. Je pensais. Il m'avait dit que vous étiez un bon à rien. Ils disent beaucoup de choses, Frank. Considérez que c'est réglé, a dit Frank. Je le licencie ce soir et je reprends l'Urus. Sarah. Sarah pleure toutes les larmes de son corps ici. Elle dit qu'elle veut le quitter. Dites à Sarah que je l'aiderai, ai-je dit. Tout ce dont elle a besoin. Avocat, argent, un endroit où rester. Vous êtes un homme bon, David. Je suis désolé que ma famille se soit mêlée à ces parasites. Clique 1 de moins. 10 minutes plus tard, j'ai reçu une notification par email. C'était un communiqué de presse de l'Association des Dames de la Charité. Avec effet immédiat, Madame Eleanor Mitchell a été démise du conseil d'administration. Nous ne tolérons ni la violence ni le harcèlement sous quelque forme que ce soit. 2 de moins. Je me suis versé un verre d'eau. Pas d'alcool avec les analgésiques. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai allumé la grande télévision. Les nouvelles locales étaient en cours. Choc vidéo viral, a annoncé le présentateur. Un brunch local a tourné à la violence aujourd'hui, impliquant la famille du magnate de la technologie David Mitchell. Internet est indigné. Mon interphone a sonné. J'ai vérifié la caméra de sécurité. C'était eux. Maman, papa, Kevin, Mélissa. Ils étaient dans le hall. Ils avaient l'air affolés. La cravate de Kevin était défaite. Maman pleurait, son mascara coulant sur son visage. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Oui. David, a crié maman dans la caméra. Laisse-nous monter. Nous devons parler maintenant. David, s'il te plaît, la voix de papa tremblait. Il y a des journalistes devant notre maison. Nous ne pouvons pas rentrer. Laisse-nous entrer. Ouvre cette fichue porte, Dave, a hurlé Kevin. Mon patron vient de me virer par texto.
Sais-tu ce que tu as fait? Je me suis penché vers le microphone. Je n'ai rien fait, ai-je dit calmement. J'ai juste commandé une salade. Tu as posté cette vidéo, a crié Kevin. Non, Kevin. C'est Daniel qui l'a postée. Tu te souviens? Il voulait les vues. Eh bien, il les a eues. David, s'il te plaît, a sangloté maman. Je suis ta mère. J'ai fait une erreur. J'étais stressé. S'il te plaît, dis-leur d'arrêter. Dis à Internet d'arrêter. Ils nous ruinent. Maman, ai-je dit, ma voix froide comme la glace. Tu as dit que me verser du café dessus, c'est comme ça que tu traites les déchets. Eh bien, fermer la porte aux gens toxiques, c'est comme ça que je traite les menaces. David. Au revoir, ai-je dit. J'ai appuyé sur le bouton pour couper l'interphone. J'ai ensuite appuyé sur le bouton pour alerter la sécurité. Oui, monsieur Mitchell, a demandé le concierge. Il y a des gens dans le hall qui me harcèlent. Ils ne sont pas sur la liste des invités. Veuillez les faire sortir. S'ils résistent, appelez la police. Compris, monsieur. Je les fais sortir maintenant. J'ai regardé sur l'écran. 2 grands gardes de sécurité se sont approchés de ma famille. Maman a essayé de discuter. Papa avait l'air vaincu. Kevin a essayé de bomber le torse, mais le garde a juste montré la porte. Ils ont été escortés dehors dans la rue. Les paparazzi attendaient. Les flashs ont explosé alors qu'ils sortaient. J'ai éteint le moniteur. Le lendemain matin, lundi, fut le jour du jugement. Je n'ai pas beaucoup dormi à cause de la douleur à la poitrine. Mais quand je me suis réveillé, le silence dans mon pantouse était différent. Ce n'était plus le silence de la solitude. C'était le silence de la paix. J'ai vérifié les marchés. L'action de Microsoft était en hausse. Aegis Network était en tendance. Ma valeur nette personnelle s'était officiellement établie à 210 millions de dollars, tous actifs confondus. Puis j'ai vérifié les nouvelles sur ma famille. C'était un carnage. Le rapport des retombées, Kevin, Frank Carter ne plaisantait pas. Il avait publié une déclaration publique rompant tous les liens avec Kevin. La voiture de fonction, la Lamborghini, avait été remorquée de l'allée de Kevin à 6 heures du matin. Les voisins l'avaient filmé et posté sur TikTok. Melissa, le cabinet d'avocats de son mari, Davenport et Associés, avait mis Greg en congé sans solde pour une durée indéterminée, en attendant une enquête interne sur une conduite indigne d'un membre du cabinet. Apparemment, rire pendant que quelqu'un se fait brûler ne passe pas bien auprès des clients haut de gamme. La banque avait également gelé leur ligne de crédit conjointe en raison de facteurs de risque inhabituels. Daniel, il était le seul à ne pas avoir été viré parce qu'il n'avait pas de travail. Mais il avait été banni de YouTube et de TikTok pour violation de leur politique sur le harcèlement. Sa chaîne avait disparu. Ses précieux 10 000 abonnés, disparus. Les parents, l'exclusion du conseil d'administration de l'association caritative n'était que le début. Le Country Club, le centre de l'univers social de ma mère, avait suspendu leur adhésion. Nous visons à maintenir un environnement respectueux, lisait-on dans l'email qui a fuité dans la presse. J'étais assis là, buvant du café, glacé cette fois, et lisant les commentaires. Justice rendue. J'espère que David les poursuivra pour chaque centime. La meilleure vengeance est de bien vivre. Mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai fixé le nom. Normalement, j'aurais paniqué. Je me serais demandé ce que j'avais fait de mal. Aujourd'hui, je ne ressentais rien. J'ai répondu en haut-parleur. Allô. David. Sa voix semblait vieille, vaincue. Mais il y avait toujours cette pointe de suffisance. Tu dois arranger ça. Arranger quoi? Tout. La presse, les emplois, la réputation. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à cette famille? Ta mère n'a pas arrêté de pleurer. Elle est sous sédatif. Elle m'a versé du café bouillant dessus, papa. As-tu demandé si je suis sous sédatif? C'était un accident. Elle a glissé. Nous savons tous les deux que c'est un mensonge. Et les 10 millions de personnes qui ont regardé la vidéo le savent aussi. David, écoute-moi. Sa voix s'est durcie. Nous sommes ta famille. Tu nous dois quelque chose. Nous t'avons élevé.
Nous t'avons nourri. Maintenant, je sais que tu as de l'argent. J'ai vu le truc de Forbes. Je ne sais pas comment tu les as trompés, mais tu as de l'argent. Tu dois publier une déclaration disant que c'était un malentendu. Et tu dois couvrir les frais de justice de Kevin et l'hypothèque pendant quelques mois jusqu'à ce que ça se calme. J'ai vraiment ri. C'était un son sec et rauque. Tu veux de l'argent? Ai-je demandé. C'est le moins que tu puisses faire après nous avoir détruits. Papa, tu te souviens quand je t'ai demandé 10 000 $ pour démarrer mon entreprise? Il y a 5 ans. Silence à l'autre bout du fil. Tu m'as dit que j'étais un mauvais investissement. Tu m'as dit d'aller trouver un travail à l'épicerie. Tu m'as dit que Kevin était l'avenir. C'était les affaires, a-t-il balbutié. C'est aussi les affaires, ai-je dit. Et vous êtes un mauvais investissement. David, espèce de petit ingrat. Je n'ai pas fini, l'ai-je coupé. Ma voix a baissé d'une octave. J'ai parlé à mon avocat ce matin. Le trust qui possède la maison de grand-mère Rose, celui dans lequel vous puisiez, c'est moi qui en suis l'exécuteur testamentaire maintenant. Grand-mère a signé les papiers la semaine dernière. Elle savait que vous la voliez. Quoi? Tu ne peux pas, je peux. Et je le fais. Je gèle les comptes. Vous ne verrez pas un centime de l'argent de grand-mère. Et si vous me harcelez ou vous approchez de mon immeuble à nouveau, je porterai des accusations criminelles d'agression contre maman. J'ai le rapport médical. J'ai la vidéo. Elle ira en prison. Compris? Silence. Un silence lourd et terrifié. Compris? Ai-je répété? Oui, a-t-il chuchoté. Bien. Ne m'appelle plus. J'ai raccroché. Je me suis rasseoir sur ma chaise. C'était fait. Le cordon était coupé. Mais il y avait un dernier détail à régler. Mon téléphone a vibré. Un texto de Sarah, la femme de Kevin. Je l'ai quitté. J'ai pris les enfants. Nous sommes chez ma sœur. Merci, David. Te voir partir m'a donné la force de le faire enfin. J'ai répondu, je suis fier de toi. Vérifie ton compte en banque dans 1 heure. J'envoie une avance pour les frais de justice et le fonds d'études des enfants. Recommence à 0. J'ai autorisé un virement de 500 000 $ à Sarah. C'était une bagatelle pour moi maintenant, mais c'était la liberté pour elle. Puis la notification finale. Grand-mère Rose. C'était un appel de son infirmière. Mon cœur s'est arrêté. M. Mitchell, a dit doucement l'infirmière. Est-ce qu'elle? Elle va bien, a dit rapidement l'infirmière. Mais elle a vu les nouvelles. Elle veut vous voir. Elle dit qu'elle a quelque chose pour vous. Quelque chose qu'elle cachait à vos parents. J'arrive, ai-je dit. J'ai attrapé mes clés. Pas les clés de la Honda. Je les ai jetées à la poubelle. J'ai attrapé la clé en cristal de l'Aston Martin. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au garage. La bête argentée a rugi. Je suis sorti de l'immeuble, non pas en tant que David le bouc émissaire, non pas en tant que David la victime. Je suis sorti en tant que David Mitchell, milliardaire, survivant, et pour la première fois de ma vie, un homme libre. Mais je ne savais pas que le plus grand rebondissement était encore à venir. Grand-mère Rose avait un secret. Un secret qui expliquerait pourquoi mes parents me détestaient tant. Un secret caché dans un coffre-fort dont seul moi avais la clé. J'ai garé l'Aston Martin sur le parking des visiteurs du centre médical Holy Cross. Le moteur s'est tu dans un ronronnement, un contraste saisissant avec le chaos qui hurlait dans ma tête. Je n'étais pas ici en tant que PDG milliardaire. J'étais ici en tant que petit-fils de Rose Mitchell, la seule femme qui m'ait jamais regardé avec fierté plutôt qu'avec pitié. Son infirmière m'a rejoint au poste. Ses yeux se sont légèrement écarquillés quand elle a vu mon costume. Plus le t-shirt en lambeaux, mais un Tom Ford sur mesure gris anthracite qui me seyait comme une armure. Elle s'éteint, Monsieur Mitchell, a-t-elle dit doucement. Mais elle est lucide. Elle a refusé de prendre ses analgésiques jusqu'à votre arrivée. Je suis entré dans la chambre. L'air sentait les nettoyants stériles et les lisses fanées. Grand-mère Rose avait l'air petite dans le lit, un paquet d'os et de peau pâle, mais ses yeux étaient vifs. Ils se sont immédiatement fixés sur moi. David, a-t-elle dit d'une voix rauque. Tu t'es enfin bien habillé. Je me suis assis à ses côtés,
prenant sa main froide. Je l'ai fait, grand-mère. J'ai arrêté de faire semblant. Bien, a-t-elle chuchoté. Il était temps. J'ai vu les nouvelles à la télévision. Tu as mis le feu au monde, n'est-ce pas? J'ai juste dit la vérité, grand-mère. Elle a serré ma main, sa prise étonnamment ferme. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Un secret que j'ai gardé pour te protéger, mais surtout pour protéger le nom de la famille, un nom qu'ils ont maintenant ruiné. Elle a montré le tiroir de la table de chevet. Ouvre-le. L'enveloppe bleue. J'ai ouvert le tiroir et j'ai récupéré une épaisse enveloppe scellée. Elle semblait lourde. Tes parents, a-t-elle commencé, sa voix gagnant en force par pure volonté. Ils t'ont toujours dit que tu étais le fardeau financier. Ils t'ont dit que Kevin était le succès, qu'il apportait de l'argent dans la famille. C'était un mensonge. J'écoutais, mon cœur battant contre mes côtes. Ton père a fait faillite il y a 15 ans, David. Il a fait de mauvais investissements. Il a joué sur des actions risquées. Ils ont tout perdu. La maison, les voitures, les économies, même ton fonds d'études. Je me suis figé. Mon fonds d'études? Oui. C'est pourquoi ils ont refusé de payer tes frais de scolarité. Non pas parce qu'ils ne croyaient pas en toi, mais parce qu'ils avaient déjà volé l'argent pour payer les dettes de ton père. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Ils avaient besoin d'une raison pour te refuser de l'argent sans admettre qu'ils étaient fauchés. Alors, ils ont créé le récit que tu n'étais pas méritant et irresponsable. Mon sang s'est glacé. Les années à travailler 3 emplois tout en étudiant l'ingénierie. Les nuits où j'ai eu faim. L'humiliation de les supplier pour l'argent des manuels et d'être moqué. Ce n'était pas de la discipline. C'était du vol. Je les ai soutenus pendant une décennie, a poursuivi grand-mère. J'ai payé l'hypothèque de leur maison. J'ai payé le mariage de Kevin. J'ai payé la compte de Melissa. J'ai utilisé mon influence pour les forcer à t'inclure pendant les fêtes, menaçant de leur couper les vivres s'ils ne le faisaient pas. Mais je vois maintenant que j'ai nourri un monstre. Des larmes me piquaient les yeux. Pas pour moi, mais pour elle. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je ne voulais pas que tu portes le poids de leur échec, a-t-elle dit. Je voulais que tu réussisses par toi-même. Et tu l'as fait. Tu t'es envolé, David. Plus haut que n'importe lequel d'entre eux. Elle a toussé. Un son rauque qui a secoué son petit corps. L'enveloppe, a-t-elle haleté. C'est une copie de mon Nouveau Testament. Je l'ai changé hier. Mon avocat, Monsieur Vance, a l'original. Lis-le plus tard. Promets-moi une chose, David. N'importe quoi. Ne les laisse pas détruire ce que j'ai construit. Et ne les laisse pas te détruire. Je le promets. Elle a souri, a fermé les yeux et a laissé échapper un long souffle tremblant. Le moniteur à côté du lit a ralenti son rythme. Bip. 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 Puis une longue tonalité unique. Je suis resté assis là pendant longtemps, tenant sa main alors qu'elle refroidissait. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti un profond sentiment de devoir s'installer sur mes épaules. Le chagrin viendrait plus tard. Pour l'instant, il y avait du travail à faire. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. C'était un spectacle, exactement comme grand-mère l'aurait détesté. Mes parents, Kevin et Melissa, se sont présentés vêtus de vêtements de créateurs noirs qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Ils ont parfaitement joué le rôle de la famille en deuil pour les quelques caméras autorisées près du cimetière. Ils m'ont ignoré, se tenant de l'autre côté de la tombe, me lançant des regards venimeux. Ils ne savaient pas pour l'enveloppe bleue. Ils pensaient que grand-mère était morte sans mettre à jour son testament, ce qui signifiait, selon les anciennes conditions, que la succession serait partagée à parts égales entre ses enfants, mon père étant le principal bénéficiaire. Ils comptaient sur cet héritage pour les sauver de la ruine financière que j'avais déclenchée. Après l'enterrement, nous nous sommes réunis au bureau de l'avocat pour la lecture du testament. La pièce était tendue. La table en acajou ressemblait à un champ de bataille. M. Vance, un homme sévère avec des lunettes à monture métallique, était assis en bout de table. Il a regardé ma famille avec un dégoût à peine voilé. Procédons, a dit Vance. Va droit au but, Vance, a dit papa en tapotant des doigts sur la table. On connaît la chanson. Partagée en 3 entre les frères et sœurs.
Dis-nous juste quand les fonds seront débloqués. Nous avons des problèmes de liquidités immédiats. Ouais, a marmonné Kevin. Je dois récupérer ma voiture. Vance a ajusté ses lunettes. Je crains que vous ne vous trompiez, monsieur Mitchell. Le dernier testament auquel vous faites référence a été révoqué il y a 4 jours. Ceci est le Nouveau Testament, signé et attesté par moi-même et le médecin de madame Mitchell. L'air a quitté la pièce. Révoqué, a crié maman. Elle était sous morphine. Elle n'avait pas toute sa tête. Nous le contesterons. En fait, a dit calmement Vance en lisant un fichier vidéo sur son ordinateur portable. Nous avons enregistré la signature pour garantir sa compétence. Elle était parfaitement lucide. À l'écran, grand-mère Rose parlait clairement. Moi, Rose Mitchell, saine d'esprit, révoque par la présente tous les testaments antérieurs. Mes parents ont regardé avec horreur. Vance a continué à lire. À mon fils Robert et à sa femme Eleanor, je lègue la somme d'$1. C'est un montant symbolique pour reconnaître votre relation, garantissant que vous ne pourrez pas prétendre avoir été oublié. $1, a chuchoté papa, son visage devenant gris. À mes petits-enfants, Kevin et Melissa, a lu Vance. Je ne leur lègue rien. Vous avez reçu votre héritage sous forme de sauvetage et de cadeaux au cours des 15 dernières années. Le puits est à sec. Kevin s'est levé. C'est des conneries. Cette vieille sorcière. Assieds-toi, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait le poids d'un PDG habitué à commander. Kevin s'est assis. À mon petit-fils David, Vance m'a regardé. Je lègue l'intégralité de ma succession. Cela comprend le portefeuille d'investissement, la collection de bijoux, les droits sur le nom de la famille et les biens immobiliers situés au 450 Highland Avenue et au 12 Oak Street. Maman a halté. 12 Oak Street? C'est notre maison. Oui, a hoché la tête Vance. L'acte de propriété était au nom de madame Mitchell. C'est maintenant la propriété de David. Le silence qui a suivi était lourd, épais de panique. Alors, papa m'a regardé, ses yeux écarquillés de peur. Tu possèdes notre maison. C'est exact, ai-je dit en me penchant en arrière sur ma chaise. Eh bien, maman a forcé un sourire tremblant. Ça reste dans la famille. Alors on peut s'arranger. Peut-être un loyer symbolique. Je me suis levé. J'ai boutonné ma veste. J'ai regardé les gens qui m'avaient versé du café dessus, qui avaient volé mon fonds d'études, qui m'avaient traité de déchet. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux, ai-je dit. 30 jours, a crié Kevin. Où sommes-nous censés aller? Je ne sais pas, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Essayez peut-être le monde réel. J'ai entendu dire que c'est difficile là-bas. David, a crié maman en se jetant par-dessus la table pour saisir mon bras. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta mère. Nous sommes une famille. J'ai regardé sa main sur mon costume cher. Je l'ai doucement mais fermement retiré. Non, ai-je dit. Vous avez été très clair au brunch. On ne traite pas les déchets comme de la famille. Et maintenant, les ordures sont propriétaires de la décharge. Je suis sorti du bureau. Derrière moi, j'ai entendu des cris, des pleurs et le fracas d'une chaise jetée. C'était le son d'une dynastie qui s'effondrait. 1 an plus tard, le temps est une chose étrange. Il guérit rapidement les blessures physiques. Les brûlures sur ma poitrine ne sont plus que de légères cicatrices argentées que je ne vois que lorsque je regarde de près dans le miroir. Mais la guérison psychologique, cela prend plus de temps. Je me tenais sur le balcon de mon nouveau bureau. Aegis Network s'était développé. Nous venions d'ouvrir notre siège européen à Londres. La vie était occupée, mais c'était un bon type d'occupation, productif, significatif. J'ai vérifié ma montre. J'avais un déjeuner d'affaires avec Sarah. J'ai conduit l'Aston Martin jusqu'à un joli bistrot en ville. Pas le Gilded Lily. Je n'y suis jamais retourné. Sarah était déjà assise. Elle avait l'air différente. Les cernes avaient disparu. Elle avait coupé ses cheveux en un carré élégant et net. Elle portait un blazer professionnel. Elle avait l'air d'être sa propre personne. David. Elle s'est levée et m'a serré dans ses bras. Tu es en retard. L'heure des milliardaires. Le trafic, ai-je souri.
Comment va le cabinet de design? En plein essor, a-t-elle rayonné. Merci pour la recommandation à l'équipe de Microsoft. Obtenir ce contrat a tout changé. Je peux payer l'école privée des enfants sans demander la permission à personne. Nous nous sommes assis. Ça faisait du bien de la voir s'épanouir. Sarah était la preuve que le problème n'était pas le sang Mitchell. C'était la toxicité des Mitchell. Une fois qu'elle s'est échappée de l'orbite de mon frère et de mes parents, elle a prospéré. As-tu eu de leurs nouvelles? A-t-elle demandé prudemment en sirotant son eau. Brièvement, ai-je dit. Mon avocat me fait un rapport mensuel. Le rapport était sinistre mais juste. Mes parents avaient été expulsés le 31e jour. Ils avaient essayé de squatter, mais j'ai envoyé une équipe de sécurité privée pour assister le shérif. C'était humiliant pour eux, mais nécessaire. Ils vivaient maintenant dans une location de 2 chambres dans un quartier ouvrier. Papa travaillait comme agent d'accueil dans une quincaillerie. Ironique, considérant qu'il en possédait une autrefois. Maman essayait apparemment de vendre ses vieux vêtements de créateur sur eBay pour joindre les 2 bouts. Kevin avait touché le fond après le divorce et le licenciement. Il ne pouvait pas trouver de travail dans la vente car son nom était toxique sur Google. La première chose qui apparaissait était la vidéo du café. Il travaillait actuellement comme livreur pour une entreprise de logistique, conduisant une camionnette, sans Lamborghini, sans statut, juste la routine. Melissa et Greg étaient toujours ensemble, mais à peine. Ils avaient déménagé dans un condo. Ils se noyaient dans les dettes et les litiges. C'est triste, a dit Sarah. Mais ils se le sont infligés à eux-mêmes. C'est vrai, ai-je convenu. Ils ont passé leur vie à acheter des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre pour impressionner des gens qu'ils n'aimaient pas. Et ils ont détruit les gens qui les aimaient vraiment dans le processus. Après le déjeuner, j'ai conduit jusqu'au cimetière. C'était une journée d'automne fraîche. Les feuilles devenaient dorées et rouges. J'ai marché jusqu'à la tombe de grand-mère Rose. Elle était simple, élégante, couverte de fleurs fraîches. Je me suis agenouillé et j'ai placé une pierre blanche sur le marqueur, une tradition juive que j'avais adoptée pour montrer mon respect. J'ai tenu ma promesse, grand-mère, ai-je chuchoté. Je ne les ai pas laissés me détruire, et je ne les ai pas laissés détruire ce que tu as construit. J'avais pris l'argent de la succession, la maison, les investissements, tout, et je n'en avais pas gardé un centime. Je sentais qu'il était souillé. À la place, j'ai créé le fonds de bourse d'études Rose Mitchell. Il offrait des frais de scolarité complets aux étudiants défavorisés qui voulaient étudier les STEM mais ne pouvaient pas se le permettre. J'utilisais leur héritage pour m'assurer qu'aucun autre enfant n'aurait à abandonner ses rêves parce que ses parents avaient volé son fonds d'études. Je me suis levé et j'ai regardé autour de moi. Le cimetière était calme. Pour la première fois en 35 ans, je ressentais une absence totale de bruit dans mon âme. Pas besoin de me prouver. Pas besoin de me cacher. Pas besoin de me rabaisser pour que les autres se sentent grands. Je suis retourné à ma voiture. En ouvrant la portière, une notification est apparue sur mon téléphone. C'était un texto d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. C'était une photo floue et de mauvaise qualité de mes parents assis sur un banc de parc, l'air vieux et fatigué. Le texto disait, « Tu nous manques, Phil. S'il te plaît, appelle. » J'ai regardé la photo. J'ai ressenti une pointe de pitié, une attraction momentanée de culpabilité. C'étaient mes parents après tout. Mais j'ai alors touché la cicatrice sur ma poitrine. Je me suis souvenu de la chaleur du café. Je me suis souvenu du vol de mon avenir. Je me suis souvenu du rire quand j'avais mal. J'ai réalisé que le pardon ne signifie pas qu'il faut laisser le serpent revenir dans son lit. On peut pardonner au serpent d'être un serpent, mais on n'a pas à le laisser nous mordre à nouveau. J'ai appuyé sur « Bloquer le contact ». J'ai jeté le téléphone sur le siège passager. J'ai fait vrombir le moteur. Le son était un rugissement de triomphe. J'ai pris l'autoroute, me fondant dans la voie rapide, conduisant vers un horizon qui était enfin entièrement le mien. On entend souvent la phrase « Le sang est plus épais que l'eau », utilisée pour nous manipuler afin de tolérer les abus de la part des membres de la famille. Mais la citation originale complète est en réalité « Le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de la matrice ». Cela signifie que les liens que nous choisissons de construire avec des amis, des partenaires et des alliés sont plus forts que les liens biologiques dans lesquels nous sommes nés. Mon histoire est extrême, mais son essence est quelque chose que beaucoup d'entre vous pourraient reconnaître.
Peut-être êtes-vous le mouton noir. Peut-être êtes-vous celui qui est toujours critiqué, à qui on demande toujours de l'argent, ou qu'on fait toujours se sentir inférieur. Voici ce que j'ai appris. Vous ne pouvez pas changer les gens qui sont déterminés à ne pas vous comprendre. Vous ne pouvez pas acheter l'amour de gens qui ne vous apprécient que pour ce que vous pouvez fournir. La chose la plus puissante que vous puissiez faire est de fixer des limites. Ce n'est pas un acte de haine. C'est un acte de respect de soi. Quand j'ai finalement tourné la page, quand j'ai finalement cessé de chercher leur validation, je ne suis pas seulement devenu plus riche financièrement. Je suis devenu plus riche en esprit. Ne vous immolez pas par le feu pour tenir les autres au chaud, surtout s'ils sont ceux qui tiennent les allumettes. Je veux avoir votre avis. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille toxique pour préserver votre propre santé mentale? Ou croyez-vous que la famille devrait être soutenue quoi qu'il arrive? Laissez un commentaire avec le mot « bien » si vous êtes d'accord que le respect de soi vaut plus qu'une fausse approbation. Ou partagez votre histoire ci-dessous. Je lis chaque commentaire. Merci d'avoir écouté mon parcours. Rappelez-vous, vous êtes l'architecte de votre propre vie. Ne laissez personne d'autre détenir les plans.